Il existe un lieu dans mon pays où la mort peut survenir à tout instant, que ce soit à cause de catastrophes naturelles ou d'animaux dangereux. Si les animaux ne te tuent pas, les routes le feront. Si les routes ne le font pas, l'océan s'en chargera. Si tu te perds ou tombes en panne d'essence, tu seras coincé dans un endroit isolé où personne ne t'entendra crier. Si tu bouges, tu mourras. Si tu ne t'arrêtes pas de bouger, tu es quand même mort. Quoi que tu fasses, même si tu te sens à l'aise, ici tu ne fais que survivre. Mais ce qui est encore plus fou que tout ça, c'est la façon incroyablement complexe et structurée à plusieurs niveaux dont cet endroit s'administre lui-même. C'est l'endroit le plus beau, mais aussi le plus mortel et le plus déroutant d'Amérique, l'Alaska. Faisons un Geogratalk. Au fait, en parlant de l'Alaska et du froid, qu'est-ce que je porte en ce moment? Oh, je porte ce joli sweat Geography Now bien chaud. En fait, il est très chaud avec une doublure en polaire à l'intérieur. Et tu sais ce qui est dingue? Les sweats Geography Now sont très efficaces. Pas besoin d'une grosse parka. C'est une entreprise de dropshipping qui fabrique ces sweatshirts. Je n'ai pas choisi le matériau. Pour obtenir ce produit ou tout autre dérivé Geography Now, rendez-vous sur geographynow.com, sac à cordon disponible. Il y a des mugs, il y a des t-shirts, peu importe. Oui, allez sur geographynow.com. Ce n'est pas se vendre si c'est votre marque. Santé. Je suis allé en Alaska avec ma cousine Zoe récemment. C'était mon cadeau de Noël pour elle car elle voulait explorer davantage l'Amérique. Et elle disait « Je veux voir l'aurore boréale et je veux faire du traîneau à chien ». Donc, nous sommes allés en Alaska et tout a mal tourné, tous nos plans ont été ruinés. Malgré les nuages, la neige et la tempête, nous sommes sortis pour voir l'aurore. La pluie verglaçante nous a forcés à arrêter le traîneau à chien. Après que tout ait échoué, nous avons tenté de retourner en voiture à Anchorage, mais sommes restés coincés. 18 heures dans une petite ville appelée Healy, parce qu'il y a eu une véritable avalanche qui a bloqué la seule et unique route pour retourner à Anchorage. C'est là que j'ai réalisé que l'Alaska, c'est du sérieux. J'ai fait vivre tout ça à mon cousin. C'était comme un cadeau de Noël. Donc oui, tout va de travers. La plupart des Américains, on ne pense pas vraiment beaucoup à l'Alaska. Vous savez, quand on pense à l'Alaska, on se dit « Oh, c'est cet endroit froid » et c'est à peu près tout. Mais ce qui est fou avec l'Alaska, c'est que si on regarde vraiment en profondeur, c'est incroyable, non seulement pour ses paysages, sa nature et tout le reste, mais aussi pour la façon dont il s'administre lui-même. L'Alaska est une curiosité démographique. Bien qu'étant le plus grand État en superficie, il se classe 48e en termes de population. Malgré sa faible population, supérieure uniquement au Vermont et au Wyoming, il possède le plus grand nombre d'aéroports parmi tous les États américains. Et voici le truc, si vous regardez la façon dont l'Alaska se divise en subdivisions, c'est différent de n'importe quel autre État des États-Unis. Donc, pour expliquer, regardons le reste du pays, d'accord? Les États-Unis sont composés d'États et de territoires, et ces États et territoires sont ensuite divisés en comtés ou en équivalents de comtés, comme la Louisiane qui les appelle des paroisses, peu importe. C'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, il y a 3244 comtés. Ces comtés sont ensuite subdivisés en municipalités, qui sont en gros les villes, les villages, peu importe. Aujourd'hui, il y en a environ 19 500. La plupart des États-Unis suivent ce genre de format linéaire de subdivision et parfois, quand vous vous promenez, vous pouvez tomber sur une catégorie de subdivision unique supplémentaire comme une réserve amérindienne. Nous en avons 326. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où j'explique tout, donc si vous voulez la consulter pour référence, n'hésitez pas. Et puis, si vous conduisez, disons, dans la plupart des régions de l'ouest des États-Unis, vous pourriez voir une zone clôturée le long de l'autoroute à laquelle vous n'avez pas accès. Ce sont des terres fédérales, c'est-à-dire des terres sous le contrôle direct du gouvernement fédéral. Même si elles se trouvent dans un État, ce dernier n'a pas de contrôle direct sur ces terres fédérales qui peuvent appartenir à de nombreuses catégories différentes. Elles peuvent être des parcs nationaux, des réserves fauniques, des terrains militaires ou même des réserves amérindiennes qui relèvent des terres fédérales. Actuellement, environ 28% du pays, principalement dans l'ouest des 48 États continentaux, sont des terres fédérales. Quoi qu'il en soit, avec tout cela en tête, environ 61% de l'Alaska sont des terres fédérales. Retenez ce fait, il sera important. Mais d'abord, parlons des premières subdivisions en Alaska. Donc, en Alaska, ils ont des arrondissements, qui sont leur version des comtés. Ils en ont 19 et un arrondissement non organisé qui occupe en gros la moitié de la superficie totale de l'État. Ce vaste territoire n'a pas de gouvernement local. Il est sous le contrôle direct de l'État, ce qui signifie que les personnes vivant dans cette zone doivent en quelque sorte s'organiser elles-mêmes et se conformer aux règles propres à leur communauté locale. C'est à peu près aussi sauvage que possible aux États-Unis, le borough non organisé de l'Alaska. Certes, les gens ici sont toujours soumis aux lois fédérales et de l'État, mais c'est fou.
Néanmoins, ce borough non organisé est divisé en 11 zones de recensement qui n'ont aucune compétence légale autre que d'être simplement une zone où l'on effectue un recensement pour savoir combien de personnes y vivent. C'est tout, mais c'est là que les choses deviennent encore plus compliquées. Tu te souviens quand j'ai dit que 61% de l'Alaska est une terre fédérale? Selon le site web du Bureau de la gestion du territoire, Bureau of Land Management, voici la structure de l'Alaska. Je comprends que le lien entre Black Lives Matter et la gestion des terres en Alaska puisse sembler confus au premier abord pour beaucoup de gens. Non, Bureau de la gestion du territoire. D'après leur site web, si tu regardes, ce qu'ils ont désigné pour l'utilisation des terres en Alaska raconte toute une histoire folle. En zoomant, on voit apparaître les couleurs et catégories révélant que seules les terres en bleu clair appartiennent à l'État d'Alaska. Le reste relève de différentes juridictions comme le Service américain de la pêche et de la faune, le Service des parcs nationaux, le département de la défense, etc. Mais ensuite, tu remarqueras que l'Alaska est parsemé de petites taches marron clair un peu partout. De quoi s'agit-il? Ce sont des terres qui sont soit attribuées, soit transférées aux Autochtones de l'Alaska. Aujourd'hui, il y a 229 tribus autochtones reconnues en Alaska et elles représentent environ 20% de la population locale. L'Alaska a le plus haut pourcentage d'Amérindiens de tous les États. Pour en savoir plus sur ces peuples, visitez le musée d'Anchorage. Cet endroit est incroyable, avec une section entière consacrée aux principaux peuples autochtones de la région. Chaque tribu et ethnie est mise en valeur avec une exposition d'artefacts et de cartes. Quand j'y suis allé, j'ai adoré. Je le recommande vivement. Mais passons à la suite, c'est là que l'histoire devient intéressante pour l'Alaska. Il existe des réserves amérindiennes dans les 48 États du sud des États-Unis. Cependant, les réserves fonctionnent différemment dans les 48 États du sud par rapport à l'Alaska. Dans les 48 États du sud, les réserves amérindiennes fonctionnent comme des mini-pays semi-autonomes. Par exemple, ils peuvent élire leurs propres législateurs et parfois même leur propre président. Ils peuvent gérer leurs propres services sociaux et leurs propres forces de police. C'est comme si le gouvernement leur donnait un morceau de terre. Faites comme bon vous semble tant que vous respectez la loi fédérale, c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais en Alaska, ils ont procédé différemment. En Alaska, il a fallu attendre jusqu'en 1971 pour régler les choses. Rappelez-vous, l'Alaska n'est même devenu un État qu'en 1959. Donc, c'était peu de temps après qu'ils aient obtenu le statut d'État. Et c'est à ce moment-là que la loi sur le règlement des revendications des Autochtones de l'Alaska a été créée, ou la loi sur le règlement des revendications des Autochtones de l'Alaska. Ce sur quoi ils se sont finalement mis d'accord, c'était d'attribuer aux Autochtones 44 millions d'acres, soit environ 10% des terres de l'Alaska, et environ 1 milliard en compensation à tous les Autochtones. Alors, comment tout cet argent et ces terres ont-ils été répartis? En Alaska, il existe un système très structuré de désignation de domicile pour les Autochtones. Et pour le comprendre, il faut regarder la carte secrète, compliquée et cachée de l'Alaska, autrement appelée la carte des sociétés autochtones de l'Alaska. À la place, ils allaient créer des sociétés villageoises et régionales autochtones. Ça paraît étrange, non? Oui, parce que ça l'est. Les choses se compliquent lorsqu'on rencontre un Alaskien dont les parents sont issus de 2 tribus différentes venant de régions distinctes de l'Alaska. C'est comme ouf. D'abord, pourquoi ça s'appelle une société? Parce que, à toutes fins utiles, ça fonctionne en fait un peu comme une société, comme une entreprise. Ils s'accordaient pour dire que donner un terrain et souhaiter bonne chance n'était pas une façon adéquate de soutenir les communautés, particulièrement dans les régions reculées de l'Alaska. Ils ont alors décidé de leur donner une société villageoise, c'est-à-dire le village où ils vivaient, avec éventuellement un peu de terre supplémentaire autour, plutôt qu'une réserve. Ils pouvaient donc gérer les ressources, chasser, pêcher, etc., comme bon leur semblait. Et ces petites sociétés villageoises auraient en quelque sorte un certain degré d'autonomie. Ils pouvaient gérer leurs propres règles internes et leurs propres services, comme l'éducation, mais ils restaient tout de même soumis aux lois de l'État et aux lois fédérales. Mais le village lui-même se trouve sur des terres autochtones. C'est comme une mini-réserve, mais plus petite. Juste le village et un peu de terrain autour. Donc, cette terre était en fait celle qui avait été attribuée aux Autochtones de l'Alaska. Mais en plus de cela, ils auraient aussi droit à une compensation provenant de la grande région générale où se trouvait leur village ou de la société régionale. Malgré que la société régionale ne dépende pas de leur juridiction ou souveraineté. Ils ont donc un contrôle direct sur leur village et les zones environnantes. Cependant, ils bénéficient également des profits provenant de la grande région autour d'eux, que tout dans cette région soit une terre autochtone ou non. Comment sont-ils compensés? Imaginez cela ainsi. Votre village et votre région sont comme des entreprises et vous touchez essentiellement une part de tous les bénéfices de vos entreprises. C'est comme une petite bourse miniature à laquelle seuls les Autochtones de l'Alaska ont accès. Ils reçoivent des actions qui, en retour, versent des dividendes, et chaque région verse ses propres dividendes à un moment donné. Certains sont trimestriels, d'autres semestriels, d'autres encore annuels.
Tout dépend de l'endroit où vous vivez et de l'organisme auprès duquel vous êtes inscrit. Si votre région possède du pétrole, même si la zone pétrolière n'est pas sur des terres autochtones, vous bénéficiez quand même d'une part des profits. Si votre région se porte bien dans l'industrie de la pêche, boum, un autre dividende. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle ça une société, pas une réserve. Bien que les villages autochtones s'apparentent le plus à une réserve. Et je crois que la règle, d'après ce qu'une dame que j'ai rencontrée m'a expliqué, c'est qu'on ne peut s'enregistrer qu'avec un seul village et une seule région. On ne peut pas faire partie de 2 villages ou de 2 régions. C'est compliqué. Si tes parents viennent de villages différents, tu dois choisir avec quelle région ou quel village t'enregistrer. C'est un peu compliqué. Si tu es autochtone d'Alaska, corrige-moi ou explique-moi comment ça marche. Mais je crois que tu ne peux choisir qu'un seul village dans une seule région, non? Aujourd'hui, il y a 13 régions, 12 sur le territoire de l'Alaska, et la 13e est pour les Autochtones d'Alaska vivant à l'étranger. Et dans ces régions, il y a 202 sociétés de villages autochtones. C'est-à-dire dans les villages qui avaient des populations autochtones préétablies. Vous pouvez même aller sur le site web du portail géographique de l'État de l'Alaska. Au fait, je mettrai les liens vers toutes ces cartes et tout ça dans la description. Et si vous regardez, vous pouvez voir où toutes les sociétés de villages sont situées sur la carte. De nombreuses communautés sont situées dans le borough non organisé, parfois dans des zones extrêmement isolées. Même Little Diomed, situé sur la ligne de changement de date internationale à seulement 2,4 miles de la grande île russe Diomed, est une société de villages autochtones de la Bering Straits Regional Corporation. En somme, si vous êtes un autochtone d'Alaska inscrit dans le système, vous pouvez recevoir une part des bénéfices de votre village et de votre région. Lorsque tout cela a commencé et que le traité a été signé, environ 80 000 Autochtones d'Alaska d'origine étaient inscrits dans le système et ils ont reçu 100 parts de leur région. Et ceux qui se sont inscrits avec leur village ont également reçu 100 parts supplémentaires. Donc certains ont commencé avec jusqu'à 200 parts. Ces parts ne peuvent pas être vendues sur le marché libre et elles ne peuvent être transférées que par héritage ou en les offrant à un ami ou à un membre de la famille également au sein de la communauté autochtone. Malgré les critiques, le système était généralement considéré comme la meilleure option pour les Autochtones de l'Alaska, car il ne se limitait pas à leur donner une parcelle de terre en leur souhaitant bonne chance. C'était plutôt « voilà un petit bout de terre, mais vous avez aussi des droits sur la grande parcelle de terre autour de vous, même si elle n'est pas sous votre contrôle direct. » Ils pensaient que c'était la meilleure et la plus efficace façon de fonctionner et de gérer les choses. De plus, l'organisation civile de l'Alaska ajoute une 4e dimension encore plus folle à cette folie cartographique de l'État. Alaska, tu me tues, mec, parce que tu vois, voilà le truc bizarre. Même si l'Alaska a une petite population, la population aime vraiment s'éparpiller partout dans l'État, même si l'État est dangereux partout. Si tu zoomes sur la carte de l'Alaska, tu remarqueras qu'il y a des toutes petites villes partout. Certaines de ces communautés sont des corporations de villages autochtones et d'autres sont simplement des habitants non autochtones de l'Alaska qui vivent au milieu de nulle part. On les appelle les communautés du bush et l'Alaska a le pourcentage le plus élevé de personnes vivant dans le bush parmi tous les États américains avec environ 15 à 20% de sa population. Le bush, c'est essentiellement tout endroit hors réseau et sans route. Encore une fois, si tu regardes la configuration civile de l'Alaska en dehors des arrondissements organisés, il n'y a pas de route principale qui relie quoi que ce soit au reste de l'Alaska, et il y a de nombreuses raisons à cela. La raison principale est que 85% du terrain de l'Alaska est composé de pergélisol qui se dilatent et se contractent selon les saisons à cause de la glace. Ce qui signifie que les routes sont très difficiles à construire et que celles qui existent doivent être réalisées avec des méthodes adaptées au pergélisol. Actuellement, l'autoroute 11 est l'unique voie principale reliant le sud de l'Alaska au cercle arctique à la baie de Prudhoe. Cette route a été un énorme chantier car la baie de Prudhoe est l'endroit où se trouve l'industrie pétrolière. Donc, vous savez, c'est un endroit très important. Ajoutez à cela que la géographie physique de l'Alaska est brutale. L'Alaska possède la chaîne de montagnes la plus au nord de la Terre, la chaîne Brooks, qui est essentiellement le début des montagnes rocheuses. Plus au sud, on trouve la chaîne de l'Alaska et les îles Aléoutiennes qui font partie de la ceinture de feu. Cette région connaît de nombreux séismes et une forte activité volcanique. Cette zone s'étend jusqu'à un complexe système de fjords en fente appelé chaîne côtière relié au Canada. En zoomant, on constate que cet endroit est si difficile à parcourir que presque aucune communauté n'est accessible par la route, nécessitant l'utilisation d'un bateau pour rejoindre son plus proche voisin. Avec tout cela en tête, c'est pourquoi l'Alaska possède le plus grand nombre d'aéroports de tous les États des États-Unis. De nombreuses petites communautés isolées, parfois de quelques centaines d'habitants seulement, possèdent leur propre aéroport si vous y regardez de plus près. C'est l'un des moyens par lesquels l'Alaska reste connecté à ces communautés isolées et reculées.
Tout ce qui se trouve en dehors des arrondissements organisés n'est accessible que par avion, par bateau, par motoneige ou par traîneau à chien. C'est un moyen plus efficace de se déplacer en Alaska que de construire des autoroutes coûteuses adaptées au pergélisol, qui pourraient aussi nuire à l'environnement. Et même les principales autoroutes et routes qu'ils ont aujourd'hui restent dangereuses. L'une des choses les plus stupides que vous puissiez faire, comme je l'ai appris moi-même, c'est d'aller en Alaska et de conduire sur une longue distance en hiver. Après que l'avalanche se soit dissipée au bout de 18 heures d'attente, j'ai dû conduire sur 222 km depuis le parc Denali jusqu'à Sustinna Nord, le tout dans des conditions boueuses, verglacées, chaotiques et de blizzard. J'ai dû le faire à environ 50 km/h en mode basse vitesse. Donc, en regardant ici, je ne peux même pas voir la route. Il n'y a que de la neige partout. Ce n'est même pas une route, c'est juste de la neige. C'est tout enneigé. Le truc, c'est qu'on roule en caravane. Je dois suivre le gars devant moi quoi qu'il arrive, et si tu le perds, t'es foutu parce que je ne peux pas voir où sont les murs sur les côtés. La seule façon pour moi de m'y retrouver, c'est de suivre le gars devant moi, et celui derrière moi dépend de moi. Donc, d'une certaine façon, toutes les voitures doivent collaborer pour arriver à Anchorage. Et tout ce trajet vous est présenté par Toyota Corolla hybride. C'est le type de voiture que je conduis. Ce n'est ni un véhicule tout-terrain, ni une voiture d'aventure. C'est juste une simple Toyota Corolla hybride. Pas de chaîne sur mes roues, pas de traces de pneus épaisses, pas de spécification de véhicule tout-terrain, juste une Toyota Corolla hybride de location. Mon esprit est passé en mode survie car je n'avais pas le choix. Si je m'arrêtais et je mettais en difficulté les voitures derrière moi, pour continuer, je devais suivre les traces de la voiture devant moi sans même voir où était la route. Je savais que si je m'arrêtais, je mourrais. Je pensais aussi que je ne pouvais pas laisser mourir ma cousine qui était avec moi. Je dois continuer pour elle. Mais je l'ai fait dans une Toyota Corolla hybride. C'était la conduite la plus effrayante de ma vie. Je ne veux plus jamais refaire ça. L'Alaska n'est pas une blague, mais c'est un endroit sympa. Peut-être que la prochaine fois, j'irai en été. Voilà mon Geogratalk. Voilà mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt, restez cool et à l'écoute.